dos, tres, cuatro, clap. Pour présenter ce qu'on a envie de faire là, c'est essayer de repenser donc la modernité, comme a été fait juste avant nous, mais pas pour essayer de théoriser une certaine définition, mais en gros, en suivant le courant qu'on appelle la poétique. C'est peut-être pour ça que le nom s'appelle Modernité et poétique. Le titre de la conférence. Oui, je crois que c'est ça, le titre de la conférence. Mais en fait, c'est pas ça le titre de la conférence. Ben, il n'y en a pas vraiment. Et puis Mittelberg s'écrit différemment, mais ça, c'est autre chose encore. Ouais. Mais en gros, c'est essayer non pas de thématiser la modernité, c'est ne pas en donner une définition pour pouvoir discriminer qu'est-ce qui est de la modernité ou qu'est-ce qui est la modernité, qu'est-ce qui n'est pas la modernité, mais plutôt essayer par certains exemples d'entendre un certain rythme de la modernité. Donc, j'entends par rythme l'organisation du sens que apporte cet objet ou cette lecture, en fait, qu'apporte cet événement comme moderne. Donc, en gros, ce que moi j'entends par là, c'est déjà rapprocher je pense, le lecteur ou l'auditeur de la définition de l'objet quand il devient moderne. C'est déjà une des premières approches. Et surtout, voir comment, dans chaque cas qu'on va voir, s'organise ou fonctionne la signification de cet événement. Après, voilà, encore une fois, on peut le lire de différentes manières. C'est pas pour dire que nous, on est hégémonique par rapport aux lectures qu'on va en faire, mais simplement, on va essayer de lire le fonctionnement des différents événements dont on va vous parler. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour commencer un peu faire le tour d'horizon des modernités, on a choisi plusieurs événements, comme Adam dit. Donc, l'urinoir de Marcel Duchamp, pour commencer. Je sais pas, tout le monde voit ce que c'est ? La fontaine, en fait, ça s'appelle comme ça ? Oui, il ne faut pas hésiter à dire non. Il faut dire oui en passant. Non, il faut dire non. Quand vous... Ah, c'est vrai. C'est ça. Tout le monde voit bien. Tu veux qu'on le passe ? Sur le téléphone. Et donc, en fait, c'est un urinoir qui est retourné à l'envers et qui est présenté dans un salon d'exposition à New York en 1917. Et c'est du coup, Marcel Duchamp, c'est un artiste qui naît à la toute fin du 19e siècle. Il passe par des processus artistiques très académiques. Il fait de la peinture, ses frères sont peintres, il vient d'une famille bourgeois. Et comme à ce moment-là, tout le monde fait ça, on ne fait que recopier les artistes peintres qui ont travaillé avant. On continue la tradition, on est dans la filiation de la tradition, et du coup, on recopie les tableaux des grands maîtres. Et au bout d'un moment, voilà, lui, il se met à faire ça, à présenter ça dans une exposition. Et du coup, ça a créé un moment, et ça crée aujourd'hui encore une certaine modernité. Et nous, dans ce premier rapport qu'on va faire entre cette œuvre d'art, ça sera avec l'iPhone 12, ou en tout cas avec l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 13. Et de se dire, oui, l'iPhone 12 est moderne, mais l'iPhone 13 est encore plus moderne que l'iPhone 12. Et du coup, ils sont à l'iPhone 15 aujourd'hui, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on va arriver bientôt à l'iPhone 15. Ouais. Bah non, mais en gros, c'est aussi... la question c'est même pas la question, mais c'est la question qu'on va chercher, c'est que Marcel Duchamp signe donc son urinoir, pas l'urinoir en fait, c'est on peut le voir. Ouais. Voilà, il signe La Fontaine, donc son œuvre, il la signe par Hermout. Il aurait pu la signer Marcel Duchamp, qui la signe différemment. Et Hermout en fait se lit Shahmat, qui veut dire en arabe, en persan, en russe aussi, échec et mat. Bravo. Et la question qu'on s'est posée en fait, c'est qu'est-ce qui est mis en échec ? Qu'est-ce que Marcel Duchamp met en échec par le fait de retourner un urinoir, par le fait de faire un ready-made, et pas seulement faire un ready-made, parce qu'il y a déjà eu des ready-made, mais de mettre un ready-made dans un salon d'exposition à New York, alors que lui est déjà d'ailleurs reconnu comme un certain artiste avec un certain talent on peut dire copiste, mais surtout un talent technique qui vient en fait de tout l'art classique du 19e siècle. Donc nous, en gros, oui. Pardon, vas-y, moi je vais juste demander c'est quoi un ready-made, c'est un artiste qui trouve quelque chose qui est déjà fait, par exemple. Moi, je suis un artiste, je trouve quelque chose qui est déjà fait. Ah, mais ça tombe bien. Et je viens poser ça sur un socle dans une salle d'exposition et je dis c'est de l'art. Voilà. Et je l'explique, peut-être, ou pas. Si je ne veux pas l'expliquer, je peux ne pas l'expliquer aussi. Mais c'est cette chose de dire que... et c'est ça, en ça que là, Adam disait mettre en échec. Et c'est là où Marcel Duchamp, il ouvre un peu une nouvelle porte. En gros, c'est de dire que 50% de l'œuvre d'art, elle est dans l'œil du regardeur. C'est-à-dire que le regardeur, il a le choix de dire si
ça c'est une œuvre d'art ou pas, ça c'est une œuvre d'art ou pas. C'est-à-dire que c'est une technique qui est dépassée en fait. Il n'y a plus besoin de technique pour avoir du beau. On peut maintenant trouver toute chose belle en fonction de l'endroit d'où on la regarde en fait. Ouais. Et ce qui met un peu en échec Marcel Duchamp, c'est que on n'a plus besoin, comme du iPhone 12, le iPhone 13, d'une nouvelle version de la tradition artistique qui est de continuer en fait, par exemple, toutes les beaux-arts, la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin, et de proposer juste une nouvelle version d'un format, d'un médium. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, peut-être les versions, il y en a des milliers, et peut-être les personnes qui sont capables de dire les nouvelles versions, en fait, c'est vous, c'est les gens qui regardent l'œuvre, et c'est plus la personne qui propose l'œuvre d'art à présenter dans le musée. Mais surtout, il y a un des points quand même intéressants qui le rend encore moderne, c'est ce que tu avais oublié de dire, c'est qu'il dit très peu de choses de son ready-made. Il le pose devant tout le monde, il dit presque rien et il laisse à la place. C'est ton père qui nous appelle. Et il laisse en fait aux autres l'espace, les portes ouvertes pour pouvoir eux-mêmes interpréter. Il ouvre alors que justement les portes du classicisme, de l'art classique, de l'art ultra technique étaient très fermées. Lui les ouvre en gros avec un événement qui fait marque et qui surtout change la notion et le sens des mots entre avant lui et après lui. Le terme de art, l'organisation du sens qu'on a avec l'art est différent avant Duchamp et après Duchamp. Et ce qui est encore intéressant, c'est que même aujourd'hui, par la manière dont il m'appelle encore, il est trop fort. Raccroche. Non, mais ça va. Ouais, c'est ça. Il appellerait, on a un troisième frère, il l'appellera après. Mais en gros, c'est vraiment que donc l'organisation du sens qui était l'art avant Duchamp devient différent après lui. Et même encore aujourd'hui, par les différentes interprétations qu'on peut avoir de Duchamp, on peut encore se mettre à faire fonctionner en fait ce rythme signifiant, l'organisation du sens que le terme art, par rapport à une certaine modernité, peut prendre. Donc là, en fait, dans l'échec entre La Fontaine et le iPhone 12 et l'iPhone 13, on voit qu'il y en a un qui est dans un certain rythme vital, dans la compréhension en fait que pas le sens est secondaire, mais par l'ouverture du sens à l'intégration des autres, on peut continuer à créer un sens. Et il y en a un autre qui comprend son sens dans une certaine sacralisation, donc qui ne fait en fait que des versions supplémentaires. La modernité, dans une sacralisation du sens, n'est que version d'elle-même un peu plus sophistiquée, un peu plus technologique, un peu plus parfaite. Et c'est ça ce qu'on a avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Donc on a en fait une sorte de sacralité téléologique que on approche, c'est le progrès, on va vers le mieux encore et encore, donc le sacré, il est vers la fin. Là, je crois que c'est à moi pour la Bible. Ok, donc moi je voulais juste amener un autre point d'exemple qui est en fait une sacralisation différente, qui est plutôt la sacralisation de l'origine, et essayer de trouver dans les mouvements de la sacralisation de l'origine peut-être des mouvements modernes. Donc, sacralisation de l'origine, je pense que tout le monde ici peut voir que la religion et les mouvements religieux ont énormément eu cette idée de la sacralisation de l'origine comme étant le fondement de tous les sens des religions. Donc, en gros, moi, je veux surtout prendre l'exemple. Chercher le fondement, d'aller à la, c'est ça. Oui, mais à la base. mais c'est le fondement qui donne le sens à tout. C'est que l'origine, la création de l'origine, donne le sens à tout le reste. Et notamment dans la traduction, dans la recherche de la traduction. Bon, là, on va prendre la Bible, mais je pense à peu près. Enfin, je ne veux pas m'attarder sur les exemples en tant que tels. Je veux voir le fonctionnement des exemples. Enfin, comment ils ont fonctionné. Donc, les traditions de traduction de la Bible ont toujours essayé de revenir à un texte plus originel, plus ancien, plus vieux, pour se dire qu'en fait, c'est dans une réduction minimale qu'on peut trouver le sens de l'ultime. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever petit à petit les accidents, on va enlever petit à petit les erreurs, les copies, les rajouts, parce qu'on pense en fait que le sens ultime qui donne la fonction de sens à tout autre, elle est dans les sens. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque tradition de traduction, par rapport à cette époque, n'a que fait en fait de continuer et de changer à chaque fois de traduction, de dire que l'origine c'est pas exactement là, ou l'origine elle est plus ailleurs, ça c'est un ajout, peut-être ça c'était vraiment à l'origine. Et ce qu'on remarque simplement en voyant un certain rythme de production, un certain rythme du sens par rapport à toutes ces traductions, c'est qu'elles sont à chaque fois une version un peu plus sophistiquée de celle d'avant. Donc on a toujours des traditions qui sont en fait des versions 1, version 2, et d'ailleurs, voilà, iPhone 12, iPhone 13, mais on a aujourd'hui la nouvelle, qui est la dernière traduction qui est faite par
D'ailleurs, j'ai quelques profs qui sont dedans, mais par le Robert et d'autres, mais qui s'appelle la nouvelle. Comme quoi, on a fini toutes les autres, on est plus moderne que les autres. La toute dernière version, mais jusqu'à la prochaine. Ouais, c'est ça, exactement, jusqu'à la prochaine. Et qui, même déjà, elle est déjà ancienne, enfin, plus ancienne, parce dans certains passages, on est déjà là à retravailler telle ou telle portion. Dans ce point, en fait, moi, je veux essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas des ouvertures dans la tradition de traduction qui ont mené justement des moments, entre guillemets, d'une modernité poétique ou d'une modernité créatrice. C'est vrai que je parle peut-être un petit peu plus que toi. C'est pas grave. D'accord. En gros, on peut voir, mais là je vais surtout prendre dans la modernité, après on peut voir aussi avant les moments où les religions étaient ont fait beaucoup d'expansions, sont surtout des créations, non pas ex nihilo, mais des créations qui ouvraient des portes. Là on peut penser même aux créations de religion, mais c'est pas tant là que je veux prendre mon exemple. Je veux notamment le prendre dans la modernité du XXe siècle, qui est que la plupart, comment suivre ? La plupart des traditions de traduction n'ont fait que d'être de plus en plus hermétiques, donc n'ont fait que de plus en plus exclure des gens qui ne se reconnaissaient pas dans ces mêmes traductions alors même qu'elles appartenaient à ces mêmes traditions. Il y a des chrétiens qui se sentent de moins en moins chrétiens, il y a des juifs qui se sentaient de moins en moins juifs, justement par rapport à ces traductions excluantes. Sauf qu'il y a eu des mouvements, et là je pense notamment, on appelle ça la théologie de l'indécence, non c'est ça ? Théologie de l'indécence, qui est justement de mettre un petit peu de vivant, de mettre de l'organique qui est, entre guillemets, moderne, on peut dire, mais ce sont notamment les mouvements LGBT qui ont eux-mêmes repris la traduction pour se laisser de la place à elles-mêmes. En gros, ils ont fait des lectures homosexuelles, des lectures pornographiques, des lectures, comment on peut aller, dures mais presque violentes. Ça, incluantes. Qui se sont fait de la place pour pouvoir lire. Pour eux-mêmes. Exactement. Dans le texte, dans une traduction du texte. Et donc, au lieu de revenir à une origine, ils ont plutôt créé un moment qui fait que les mots qui étaient utilisés à l'intérieur ont changé de fonctionnement signifiant. Ont amené notamment, on peut voir David Jonathan comme homosexuel avec Salomon. Une relation homosexuelle. Et tout d'un coup, les relations, par exemple, d'amitié entre hommes et hommes peuvent être relues à l'aune de l'homosexualité. Les choses prennent le fonctionnement du sens différemment. Et donc ça, c'est plutôt urinoir que iPhone 12. Oui, exactement. C'est le bon truc. C'est une ouverture plutôt qu'une nouvelle version. C'est ça. C'est laisser la place au public contemporain de son temps de pouvoir s'intégrer et même de lui-même créer un nouveau fonctionnement du sens. Et au niveau théologique, c'est plutôt vers la sainteté que le sacré. C'est plutôt comprendre que la sainteté est dans la production de sens, plutôt que de voir une sacralisation d'un certain sens au prix du rythme dont il a gagné ce sens. Et est-ce que, du coup, là, on parle du fait qu'il y a un regain dans la population pour la religion, parce que peut-être qu'en ce moment, il y a plus de place dans la religion, il y a plus de place pour les publics, pour les gens qui croient. Et est-ce qu'on peut regarder ça à contrario avec le fait que la science devient de plus en plus sacrée. On comprend de moins en moins comment marchent les technologies. Et en fait, on est de plus en plus exclu par la science qui se veut de plus en plus sacrée. Ouais. Et on a un exemple. Ah oui, je vais le donner, mais même, tu vois, le fait qu'on appelle ça la science, je pense que ça, c'est très représentatif de la sacralité qu'on lui a donnée, qui, elle, devient donc hégémonique, sacralisant dans son fonctionnement du sens, et qui doit donc dépasser tous les autres. C'est le progressisme, c'est le positivisme, ça, c'est simple à voir. Mais en gros, il y a un exemple très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. En tant que théologien, c'est très drôle. Ouais, mais je l'ai raconté à d'autres personnes qui ont rigolé un peu. C'est gentil. Mais en gros, il y a donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Saint-Suaire de Turin, qui est donc voilà, plus ou moins c'est ça. C'est le fichu qui était posé sur la tête du Christ, selon le Vatican, après sa crucifixion. Donc, il y a eu la crucifixion, on l'a tué, il est mort. On l'a mis dans un tombeau, on a mis un linceul sur son visage. On l'a mis, je ne sais plus où c'est exactement, mais enfin bon, après il est parti. Mais l'idée c'est que... On a toujours ce voilà, fichu en fait, qui a la trace, c'est une sorte de... de momification donc, de la sueur qui a donc imprimé sur le linceul le visage du Christ. Et donc selon le Vatican... C'est quoi ? Non, celui de Turin, elle fait seulement la taille de son visage. Si je dis pas n'importe quoi. Après peut-être que je dis n'importe quoi. C'est bien ça ? Ouais, ça.
Après, il y en a d'autres, mais je crois que selon le Vatican, c'est lui qui serait l'originel. Mais en tout cas, et déjà, oui, il y en a une centaine d'autres. Bon, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, selon le Vatican, T'en as un dans ta chambre. c'est vrai. Ah. On pourra peut-être le mettre. Enfin, Bon, allez, pardon. Mais en gros, selon le Vatican, pour rester véridique, pour faire encore sens, il faudrait que ce linceul soit donc authentifié. voilà. Non, mais surtout qui date de l'ère du Christ, de l'an 0. Mais c'est la science qui est venue vers. Exactement. Mais vers, voilà, en gros, il y a eu des demandes répétées donc, de différents laboratoires pour l'évaluer au carbone 14, donc pour le dater. Sous Benoît XVI, il y a une dizaine d'années, il y a eu l'autorisation. Et donc le carbone 14 l'a daté au XIIe, XIIIe siècle. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Surtout entre deux visions, entre deux fonctionnements du sens plus ou moins sacrés et hégémoniques, on pourrait penser qu'il y a une opposition, une conflictualité, que la science gagne et dit que le Christ peut-être vient du XIIe siècle, ou alors que c'est un mensonge, mais ça pas exister, dans le sens... issu de oui, mais l'imagination. la manière sacrée aurait été donc de faire une nouvelle version, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu différentes réponses du Vatican, mais il y a... Comment répond le Vatican? Voilà, il y a une des réponses du Vatican qui n'est pas, je crois, qui n'est pas la réponse officielle, mais qui est de dire, en gros, qui est d'inclure une certaine part de la science à l'intérieur de sa propre tradition et de sa propre interprétation, et qui fait que il y a un évêque qui a dit que l'ascension du Christ a dû envoyer une énergie folle de photons sur le linceul qui a changé atomiquement la structure des molécules dans le linceul. Donc, il le fait apparaître beaucoup plus jeune. Ça a modifié. Ça a modifié avec les radiations de la c'est ça. moléculaire du... Jésus, il était nucléaire, c'est un peu ça. C'était une poussée nucléaire qui l'a fait partir. Et en ça, là, la réponse du Vatican est très moderne. Elle est beaucoup plus moderne que le questionnement de la science qui disent si c'est pas selon ça, la science, votre truc vient du XIIe siècle. Et faux. Voilà. Et eux ils disent, mais selon la science en plus, non, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a quand même raison. Et ça, nous, avec Adam, on trouve que ça, c'est très moderne. Ouais, c'est très... on peut en tout cas entendre un certain rythme qui change l'organisation du sens d'avant à après. Il y a vraiment un événement qui marque une fonction donc signifiante. En gros, on a l'impression que la science ne s'intègre quasiment pas, surtout la science atomique, dans l'Église et dans son discours, jusqu'à après où finalement elle a enfin une place. L'idée, c'est aussi, je pense qu'on parle de modernité créatrice par rapport à une modernité de version, qui, elle, donc, laisse une place à d'autres pour s'intégrer. Là où, en fait, la modernité de version est vouée à disparaître par elle-même, parce qu'elle se renouvellera. Elle s'auto-remplace. C'est ça. Mais donc, revenons un petit peu à l'art, sur lequel on avait, à Marcel Duchamp. Et déjà, posons la question de qu'est-ce qui pourrait être moderne aujourd'hui. Et d'ailleurs, voyons Marcel Duchamp par rapport à toutes ces époques. Parce qu'on voit que Marcel Duchamp apporte donc l'art moderne, mais l'art moderne va lui aussi se finir pour amener un art encore plus moderne que l'art moderne, ce qui paraît un peu paradoxal. L'art contemporain. Mais tu veux expliquer pourquoi? En gros, ce qui s'est passé, c'est que, nous, notre théorie avec Adam, là, soit urinoir, soit iPhone 12 ou iPhone 13, là, et donc, Marcel Duchamp, avec son urinoir, il dégage un nouveau champ de possible et de potentiel artistique, de dire, en fait, on n'est pas obligé de continuer la tradition comme on l'a fait depuis le début et apporter des nouveautés dans le même schéma, mais on peut apporter des nouveaux schémas ou des nouvelles manières de faire des schémas. Et même dans cette porte ouverte qu'il a faite, dans la voie qu'il a ouverte, Marcel Duchamp, les gens, en fait, n'ont fait que continuer, donc l'art contemporain, n'ont fait que continuer à apporter des nouvelles versions de la voie qu'il avait faite lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'art contemporain, c'est pas un geste artistique comme l'est l'urinoir de Marcel Duchamp. Qui crée un avant et un après. Mais c'est plutôt l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Ce qui fait que les gens... C'est des versions de Duchamp. Réutilisent cette histoire du ready-made. Marcel Duchamp, s'il fait l'urinoir, bon, dans le fond, on s'en fiche un peu, mais c'est parce que lui, à ce moment-là, il se dit que il n'y a rien de plus moderne, il n'y a rien de plus actuel, de plus beau esthétiquement et fonctionnellement que la plomberie américaine. Donc, les tuyauteries, les urinoirs en faïence, c'est tout nouveau à cette époque-là. Et lui, il dit, mais waouh, c'est beaucoup plus beau que n'importe quelle sculpture que je peux aller voir à l'Académie d'art. Et il dit, mais c'est ça que je veux montrer, en fait. Parce que lui est lecteur, d'ailleurs, ouais. Il voit ce rapport désacralisé, et justement, lui devient sacralisé au bout d'un moment. Ce qui finit. Il fait partie des livres, et les gens se placent dans sa filiation, non pas
en recréant des nouvelles manières d'apporter des champs de possibles, mais en apportant des nouvelles versions de cette urinoir, Marcel on va dire, de l'art conceptuel. De l'art En retournant, encore une fois, l'urinoir. Voilà. Et du coup, on s'est demandé avec Adam si on ne pouvait pas vous parler d'un artiste que nous, on trouve Moderne. moderne, ou en tout cas qu'il est de son temps, qu'il utilise. Qu'il fait un avant et un après. Plus ou moins. On verra, Si. Le futur nous le dira. Ah, Moi, ok. je suis pas sûr que le futur nous le dira ça. Ouais, Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de gens qui le regardent, c'est pour ça. Mais c'est. Non, c'est pas Chouglou. Ah non, nous on n'est pas moderne. Quoi ? Non, c'est quelqu'un qui c'est un créateur de contenu parce que aussi ce qu'on voulait dire c'est que la technologie n'est pas, on veut pas dire que la technologie n'est pas moderne parce qu'elle apporte des possibles bien entendu, mais du moment qu'elle se sacralise et qu'elle ne devienne plus que version d'elle-même, là-dessus non pas elle perd sa modernité mais elle devient un rythme de la modernité différente. Elle a apporté donc elle aussi sa modernité créatrice que certains ont pris et notamment Rex Papi. Et tu peux expliquer Donc c'est un créateur de contenu kényan qui. Attends, mais je peux le passer au pire. Non, on ne Non. veut pas projeter. Non, parce que là, on parle de Marcel Duchamp et de l'iPhone. Et là, on a un BlackBerry et un Samsung. Voilà. Et là, c'est Apple. On veut pas faire. Vous allez les voir, vous en faites pas. Et donc, Rex Papi, créateur de contenu kényan, il utilise l'outil smartphone, qui est l'outil de notre temps, l'outil qu'on utilise pour rentrer en contact. Et les réseaux sociaux. Et notamment les réseaux sociaux, pour être en contact tout le temps, mais pour aussi faire son autopromotion, peut le pour faire. partager, pour s'exprimer, et notamment pour faire de la création de contenu. La création de contenu qui est en fait potentiellement la popularisation à très 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 grande L'ouverture échelle de la création en fait. Donc artistique, quelque vraiment. part de l'art en fait. Voilà. Il y a plein de penseurs qui se sont dit ça serait bien que tout le monde devienne artiste en fait. Et là on est plus ou moins dans ce moment-là, dans notre ère, on est en train de le vivre en fait. Tout le monde est créateur de contenu, tout le monde avec son téléphone peut prendre des photos, les partager et il a un public en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Rex Papi, c'est qu'il utilise. On peut le faire même. Il utilise Ah, voilà. ce Là. smartphone donc, pour venir checker des gens dans la rue Ok. et leur dire bon, on est potes. Et là, si la personne elle a l'air d'être pote, il fait ouais, on est potes. Et il avance comme ça. Et bon, on est potes. C'est comme une demande d'ajout en fait, comme Un like. Un like quoi. Sauf que c'est tautologique quoi. Il utilise le réseau social Pour faire un réseau social. mais dans la vraie vie. Et tout en Donc, communiquant, en étant partagé. Il crée un autre espace qui peut ensuite être utilisé par les personnes qui sont avec lui. Et aussi, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Il n'y a pas de compréhension à avoir. C'est juste ce que c'est. Ça n'en dit pas plus. Quoi. Et il n'y a rien d'autre à savoir. Quoi. Mais c'est intéressant comme dispositif parce que les gens vont liker dans le Bien sûr. Voilà. Mais ils ne likent pas dans le réel. Non. Bah, pas tous, mais voilà, la plupart. T'as regardé là ça ? Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns quand même qui trouvent ça drôle et qui ont le temps, mais c'est aussi c'est dur. Je pense aujourd'hui c'est dur quand il y a quelque chose de très soudain de réagir de manière positive. En tout cas, voilà, il met en image tout ça. Et on pense que quand même il y a cette idée de remise en marche du rythme de la modernité, justement en faisant une organisation de ce qu'on appelle le réseau social de manière différente. Et on vous invite tous à suivre sur les réseaux Ouais. Rex Papi, À le sur liker, TikTok ou c'est sur ça. Instagram. Ouais. Parce que... Il n'a pas une page Facebook ? Non, il n'y a pas de il Facebook, mais je vous jure. Moi, Et je crois en plus lui. tard, il sera grand. Donc en gros, Il y a une... ouais. Ah, t'as pas fini ? Il y a une question. Ah, Je me demande juste si vous n'êtes pas dans une forme de sacralisation du geste de la modernité. De Rex Papi, tu veux dire ? bah, Pas de façon générale. du geste C'est-à-dire que peut-être. Là, vous êtes en train de sacraliser le geste moderne de façon Duchamp. Tu vois, c'est dommage parce que là après je l'aurais eu, mais c'est pas grave. Euh, Mais non, mais dans le sens, ben, nous c'est ce qui nous importe, c'est le rythme et c'est pas la définition. Donc en gros, tu peux dire c'est une sacralisation, mais c'est pour que cette manière de voir les différents rythmes de modernité puisse ensuite être utilisée pour pouvoir analyser différents champs, différentes actions, différents événements, différents objets. Mais c'est pas tant pour dire est-ce que ça c'est la modernité ? Non, nous ce qu'on a voulu plutôt, c'est écouter les différents rythmes de modernité en gros dans une analyse comparative. Et je vais juste finir avec ça. Donc en gros, la finalité c'est ça. Donc on voit donc plusieurs rythmes de la modernité. Donc il y a une modernité de version qui est donc elle vouée à disparaître parce qu'elle sacralise. à s'auto-remplacer. Voilà, à s'auto-remplacer parce qui est face à une modernité qui persiste par, je l'ai bien écrit, par l'effet qu'elle donne à l'organisation du sens dans son champ signifiant. En fait, je crois que je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Et en gros, nous, on s'est dit, on a compris que inclure et s'ouvrir aux autres, c'était une manière d'être moderne, parce que c'est avec toujours Faire des de la gens place. de notre temps. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, vous,
en fait, à nous couper la parole et à nous poser la question Durant tout le long, tout le long de notre exposé. Mais on a fini. Voilà. Et vous l'avez fait quand même, alors on n'a même pas eu besoin de vous le dire. Vous nous avez coupé et posé des questions. Voilà, on a fini.